Le cessez-le-feu entre Américains et Iraniens reste fragile, les négociations ne progressent pas, Donald Trump n'est pas satisfait, ce sont ces mots des dernières propositions iraniennes. Le point de désaccord principal reste le programme nucléaire. Un responsable militaire iranien a lui jugé probable une reprise de ce conflit. C'est la correspondance à Téhéran de Siavash Ghazi. On reprend les différentes déclarations de différents responsables iraniens. Il y a plusieurs points sur lesquels l'Iran insiste. Tout d'abord, il faudrait que les Américains annoncent la fin de la guerre officiellement et donc qu'il y ait un engagement clair, qu'il n'y aura pas de nouveau des frappes contre l'Iran, donc un engagement des garanties sur une cessation des activités militaires contre l'Iran. Ensuite, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, l'Iran insiste toujours pour contrôler ce détroit. Une fois que le blocus américain contre les ports iraniens sera levé, à ce moment-là, le trafic dans le détroit d'Ormuz peut reprendre donc aux conditions de l'Iran, c'est-à-dire que tous les navires devront obtenir l'autorisation des gardiens de la révolution, payer une taxe, mais en ce qui concerne les monarchies arabes du Golfe Persique ou encore les États-Unis, il faudrait que ces pays payent des réparations de guerre avant de pouvoir utiliser le détroit. Parce que pour passer le détroit, il faut passer dans les eaux territoriales iraniennes et donc l'Iran insiste que pour désormais il y aura une taxe. Pas question non plus que des navires israéliens ou des navires de guerre américains viennent dans le Golfe Persique. Et enfin, en ce qui concerne le programme nucléaire, pas question non plus d'arrêter le programme d'enrichissement d'uranium. L'Iran est prêt à une suspension de 5 ans, par exemple, parce que les installations ont été très endommagées. Il faut les reconstruire. Cela va prendre beaucoup de temps. L'Iran est prêt également à diluer ce stock d'uranium enrichi à 60%. Pour le ramener à moins de 5%, ce qui pourrait donner des garanties aux Américains. Mais dans le même temps, l'Iran se dit prêt à attaquer, à riposter à une éventuelle attaque américaine, notamment visant des bâtiments de guerre américains dans la région, dans l'océan Indien, et aussi des installations pétrolières et gazières et pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique. Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité François Gouillette. Bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur dans la région, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Je vous remercie beaucoup de venir réagir sur ce plateau. Alors on entend, ça fait plusieurs semaines que le cessez-le-feu dure à présent entre les États-Unis et l'Iran. Il y a beaucoup d'invectives quasi quotidiennement entre le régime et Donald Trump. Chacun fait la démonstration de sa position de force. Malgré tout, est-ce qu'il vous semble qu'on est dans une position de blocage? Oui, certainement. Il y a un blocage évident. Il y a, comme vous le dites, des gesticulations de part et d'autre. On a l'impression que on bat le chaud et le froid des deux côtés. Mais le blocage est réel. Et là, il semble bien que les dernières propositions transmises par l'Iran aux États-Unis, je ne sais pas si c'est par l'intermédiaire du médiateur pakistanais, en tout cas, en fait, soient loin d'être acceptables pour la partie américaine, puisqu'elles reviennent en réalité à d'une part, en gros, à offrir le déblocage, ou en tout cas l'ouverture du détroit d'Ormuz contre l'ouverture du détroit d'Ormuz, et non pas contre, je dirais, des concessions attendues par la partie américaine et qui concernent évidemment d'abord le nucléaire. En clair, les Iraniens veulent décorréler la question du détroit de la question du nucléaire, alors que les Américains établissent un lien très clair entre les deux. Donc pour l'Iran, comme le disait, je crois, M. Ghazi, il n'y aura pas de début de négociation avant effectivement que les Américains ne rouvrent le détroit. Comment est-ce que vous voyez une sortie de crise possible? Alors, parce qu'on sent bien malgré tout que Donald Trump n'a pas forcément envie de retourner militairement en Iran. Ce que l'on peut penser, c'est qu'il y a, y compris dans l'entourage de Trump, des points de vue différents qui s'expriment parmi ses conseillers, parmi les décideurs autour de lui, ou ceux qui contribuent à la prise de décision, entre, je dirais, des faucons qui voudraient effectivement peut-être reprendre les frappes et revenir à l'état de guerre, et puis d'autres qui privilégient quand même la négociation, la poursuite des discussions. Il semble que Trump lui-même écoute plutôt ces derniers, puisqu'il a encore envoyé hier, je crois, un émissaire au Pakistan. Mais on ne peut pas exclure effectivement qu'il se résolve à reprendre les combats, mais sans avoir aucune garantie
que le résultat qu'il obtiendrait serait aussi satisfaisant que lors de la précédente campagne en février, qui n'a pas abouti au résultat escompté. Ce qui peut surprendre pour nous observateurs, c'est la capacité qu'a encore ce régime iranien de dicter ses conditions. C'est-à-dire qu'on le voit à la manœuvre, il ne subit pas, il ne réagit pas seulement à ce que propose Donald Trump, il est aussi à l'action alors qu'il a été matraqué, enfin matraqué, non, je ne peux peut-être pas employer ce terme, mais il a été intensément fragilisé par les bombardements au sein même de sa structure et malgré tout, il reste dans la course. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a été constaté déjà depuis plusieurs semaines. Ça a été la sous-estimation des capacités de résistance et de résilience de l'Iran, qui a été effectivement dans les capacités militaires conventionnelles en particulier ont été très sérieusement amoindries, mais qui a su, par le seul fait qu'il ne se soit pas soumis aux exigences américaines, donner le sentiment, en tout cas dans sa propagande et aussi vis-à-vis d'un certain nombre de pays étranger, qu'il avait en réalité plutôt remporté la première manche. La question, c'est jusqu'à quand peut-il résister? Il y a effectivement beaucoup de spéculations sur les capacités de résistance et de nuisance, d'ailleurs résiduelles de l'Iran. Certains estiment qu'il aurait quand même conservé jusqu'à 40% de ses capacités balistiques, ses capacités de défense. Alors pas au plan conventionnel, mais en tout cas on sait que s'agissant des drones, il a encore des capacités de production considérables. Il doit avoir une capacité résiduelle aussi en termes de missiles. Et la question des missiles balistiques est évidemment pour les pays du Golfe, les voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la préoccupation principale, peut-être même plus encore que la question nucléaire, qui évidemment est importante, mais c'est vraiment, ça a toujours été dans l'esprit des dirigeants du Golfe la première des priorités. Et d'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères vient de se rendre dans le Golfe, dans 2 pays ou 3 pays, je crois, en Arabie Saoudite et aux Émirats notamment. Et bon, il a pu effectivement mesurer certainement la préoccupation de ces pays devant l'état actuel de la question dans la région. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi le régime iranien a pu si bien résister. Il a pu compter sur le soutien, alors soutien peut-être dans l'absence de riposte, mais de ces pays du Golfe qui en tous les cas ont refusé de rejoindre les États-Unis dans l'effort de guerre. Oui, alors soutien, c'est beaucoup dire. Effectivement, dans un premier temps, en tout cas, ils ont fait preuve de beaucoup de retenue, de modération. Après, évidemment, la disproportion des attaques iraniennes contre un certain nombre de ces pays, et surtout les Émirats d'ailleurs arabes unis, qui ont été les plus touchés, plus encore qu'Israël. L'Arabie l'a été relativement moins, elles les ont conduits à durcir leur position. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que les Émirats arabes unis en particulier ne font pas mystère de leur volonté de voir amoindrir, sinon disparaître complètement, la menace iranienne. Dussions-nous retourner à un état de guerre, même s'ils ne le disent pas ouvertement? Mais on voit que les États-Unis ne peuvent pas aujourd'hui porter seuls avec Israël l'effort de guerre. Et c'est vrai que sans le soutien financier des pays du Golfe, les États-Unis ne peuvent pas continuer dans une guerre qui pourrait se prolonger. Alors les pays du Golfe eux-mêmes sont placés dans une situation nouvelle du point de vue, je dirais, de l'architecture de sécurité régionale qui a été longtemps bâtie autour de ce partenariat avec les États-Unis. Et donc on voit bien se dessiner de nouvelles configurations avec des pays qui sont des pays influents de la région, des pays non arabes d'ailleurs. On pense évidemment au Pakistan d'abord, avec lequel un accord de défense d'ailleurs important avait été signé fin 2025, avant même que la guerre ne soit déclenchée. Mais on a vu que le Pakistan, par exemple, a décidé, d'un commun accord, bien sûr, avec l'Arabie, de dépêcher des troupes sur le sol de l'Arabie pour, en application, en déclinaison de cet accord. Il y a un accord qui comporte également un volet nucléaire civil, bien sûr. Donc il y a un renforcement de la relation saoudo-pakistanaise, mais aussi, semble-t-il, un rapprochement assez significatif avec la Turquie. On se souvient que les 2 pays avaient été je dirais, très opposés au moment de l'affaire Khashoggi et qu'il y a eu une quasi-rupture, en tout cas, une relation extrêmement tendue entre les 2 pays. Mais aujourd'hui, on voit au contraire un rapprochement entre l'Arabie saoudite et de la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar aussi, semble-t-il,
à la faveur de ces développements, se rapprochent. C'est intéressant d'avoir à l'esprit qu'au moment où les Émirats, en se retirant à la fois de l'OPEP, de la Ligue arabe et de la conférence islamique, affirment leur volonté d'émancipation, d'indépendance dans leur politique étrangère, notamment vis-à-vis de l'Arabie saoudite, puisqu'on voit bien que ce n'est pas d'ailleurs de l'actuel conflit. L'Arabie saoudite et les Émirats ont eu quelques divergences sur des sujets régionaux, comme le Soudan, comme le Yémen, comme la Somalie. Aujourd'hui, effectivement, la dernière décision des Émirats n'est sans doute pas de nature à plaire à Riyad. Et donc, au moment où effectivement on constate cet approfondissement des différends entre les deux capitales, on voit bien que dans le même temps, l'Arabie saoudite se rapproche de Qatar, alors même que les trois pays, il y a exactement 10 ans ou presque 10 ans, étaient dans une toute autre configuration, parce que l'Arabie et les Émirats arabes unis avaient de concert décidé de boycotter le Qatar. Là, ce que l'on voit, c'est que ces pays du Golfe dépendent énormément de ce détroit d'Ormuz. Initialement, la question de cette intervention en Iran, c'était le nucléaire iranien, la menace et la menace balistique aussi que pouvait représenter l'Iran. On voit qu'il y a un étranglement de l'économie mondiale à cause de la fermeture de ce détroit d'Ormuz. Antonio Guterres s'en est d'ailleurs alerté et alarmé. Vous pensez que c'est la réalité économique qui peut pousser les protagonistes finalement à trouver un accord de paix? Alors ils n'ont pas la même notion du temps ou la même... enfin, ils pensent plutôt l'un et l'autre ne pas avoir la même urgence à conclure ou à compromettre ou à trouver un accord. Il y a des pays autour qui peuvent les presser en revanche. Les Iraniens pensent pouvoir tenir encore. Certains experts, y compris pétroliers, estiment qu'ils ont en tout cas pu constituer des stocks de réserves qui leur permettrait de tenir plusieurs semaines. Certains vont jusqu'à évoquer l'éventualité de 2 mois, ce qui est beaucoup aussi pour l'administration Trump. Peut-elle, elle aussi, tenir 2 mois avec les conséquences, évidemment, que vous évoquez en termes d'abord de hausse du prix du baril, qui était, je crois, à 115, mais qui peut monter plus haut si la situation se dégrade dans la zone, mais aussi en termes, je dirais, domestiques, enfin, en ce qui concerne effectivement notamment l'inflation aux États-Unis, alors qu'approche, certes c'est encore en novembre, mais l'échéance des midterms, ce qui va être très difficile pour le président américain. Et puis on voit bien qu'aussi la base MAGA est de plus en plus fractionnée. On entend de plus en plus de voix qui contestent l'engagement américain dans cette guerre. Donc ça va être... Enfin, il y a une sorte de bras de fer en réalité. Est-ce qu'il va se résoudre par une reprise des combats ou est-ce qu'il va se résoudre par un compromis qui aboutirait à un accord durable? C'est un peu tôt pour le dire. Dans ces guerres qui s'éternisent, il y a aussi bien évidemment le Liban. Et là, au Liban, on voit que les proxys de l'Iran sont encore forts. Là aussi, ils ne sont pas affaiblis malgré toutes les tentatives d'Israël de les avoir affaiblis. On pense d'abord au Beeper, à l'assassinat d'Hassan Nasrallah et puis à cette guerre actuellement au Liban. Ils peuvent toujours compter sur le soutien de l'Iran, peut-être aussi d'autres forces étrangères. Je pense à la Russie, peut-être en termes d'armement. Il faut dire que l'Iran et le Hezbollah, d'ailleurs, ont perdu quand même, je dirais, ce qui était pour eux, évidemment, un atout essentiel, qui était la présence en Syrie d'un régime ami qui permettait que le Hezbollah soit approvisionné à travers l'Iran. Et puis, il y avait aussi une continuité avec l'Irak, avec les groupes pro-iranien en Irak qui pouvait effectivement une sorte de continuité territoriale entre Irak, Syrie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, et donc l'Iran est dans une situation quand même beaucoup moins confortable pour venir en aide à ces proxies dans la région. Et le Hezbollah, de ce point de vue, effectivement, a été aussi effectivement considérablement affaibli. La vraie question, c'est aujourd'hui, quelles sont les perspectives de sortie de crise? Alors, dans le Golfe, mais aussi au Liban, on voit bien que Trump et l'administration américaine exercent une pression maximale sur le gouvernement libanais pour
je dirais... Il y a des discussions, en tous les Il y a cas, des avec Israël. discussions et il y a, semble-t-il, d'après ce que je comprends, très fortes pressions pour arriver à ce qu'il y ait une rencontre au plus haut niveau entre le président libanais et le Premier ministre israélien. Ce serait bien pour Trump, optiquement, un succès. On en est encore assez loin, me semble-t-il, au vu de l'état du rapport de force interne aussi au Liban et la question du désarmement de Hezbollah, qui est une exigence posée effectivement et qui devra le moment venu être respectée et réalisée, n'est pas une chose simple dans le contexte actuel, tant en tout cas que Israël occupe une bande importante au sud du Liban, au nord d'Israël. Ça va être très difficile d'envisager que l'armée libanaise, qui est très affaiblie, puisse elle-même désarmer le Hezbollah, alors même qu'elle est aussi composée pour partie de soldats chiites qui ne verraient pas d'un très bon œil un affrontement avec le parti Hezbollah. François Gouillat, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous livrer vos réflexions sur ce qui se déroule en ce moment, alors qu'il y a toujours ce cessez-le-feu indéterminé qui tient entre l'Iran et les États-Unis, et que les perspectives de paix, en revanche, pour l'instant, semblent assez éloignées. Je voulais qu'on parle aussi de l'état de santé de la prix Nobel de la paix iranienne, Narges Mohammadi, qui devient très préoccupant. Elle a été hospitalisée en urgence, transférée depuis la prison où elle se trouvait dans le nord du pays. Elle avait été arrêtée il y a presque 5 mois pour avoir critiqué les autorités religieuses iraniennes lors d'une cérémonie funéraire. Depuis, les échanges avec sa famille sont très limités. Ses soutiens réclament depuis des semaines sa libération ainsi qu'une prise en charge médicale.